Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 novembre 2019. Je voudrais prendre appui sur un événement que l'on a appris il y a quelques jours pour l'étendre à un sujet important pour l'économie française, c'est celui du libre-échange. On a appris il y a quelques jours que le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur marocain, M. Moulay Hafid El Alami, a indiqué devant les parlementaires marocains que le gouvernement du Maroc, le gouvernement chérifien comme on dit, a décidé ou va décider de revenir sur des traités de libre-échange qu'il a signés et ratifiés avec un certain nombre d'autres pays du monde. Et M. El Alami a en particulier cité le traité de libre-échange avec la Turquie, qui avait été, je crois, signé il y a une quinzaine d'années, vers l'année 2003-2004, au motif que l'expérience des 15 ans écoulés a montré que cet accord de libre-échange ne servait pas les intérêts du Maroc et donc il fallait revenir dessus. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce que nous sommes baignés depuis des années et des années, et je m'adresse en particulier aux plus jeunes des générations, notamment à ceux qui font des études, des étudiants, mais aussi à tous les adultes et tous les gens qui travaillent. On leur met dans la tête que le libre-échange serait par définition quelque chose de formidable, qu'il faudrait diminuer toutes les barrières au commerce, il faudrait favoriser le développement du commerce tous azimuts parce que ce serait mutuellement profitable pour tout le monde, et puis il faudrait en fait être vraiment ringard pour revenir dessus. Et l'on baptise cette politique qui, prétendument, serait irréfutable, on la baptise de libéralisme. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu là-dessus, en revenant à deux grands penseurs économiques du XVIIIe et du XIXe siècle, qui sont justement à l'origine de la pensée du libéralisme en économie. Le premier, le pape du libéralisme, c'est un Anglais, qui s'appelle Adam Smith et qui a écrit en 1776 un ouvrage resté célèbre qui a été traduit en français comme sur la richesse des nations. La théorie sur la richesse des nations, parue en 1776, l'année même de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Adam Smith est considéré comme le pape du libéralisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revenir au texte, et je vous propose d'y revenir tous ensemble parce que vous allez découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. On apprend notamment à tous les étudiants en économie qu'Adam Smith est l'inventeur de la théorie dite de la main invisible. C'est un peu l'ancêtre, on pourrait dire, de la pensée du capitalisme libéral. C'est-à-dire qu'Adam Smith dit que si on laisse chaque acteur économique mener ses affaires librement pour son propre profit, comme sous l'effet d'une main invisible, chacun veillant à son propre profit, ça aboutit à un optimum collectif et tout le monde en bénéficie au total. C'est vraiment la quintessence, le départ de la pensée du capitalisme libéral. Alors, cette pensée se retrouve, ça c'est un vieil ouvrage qui a été traduit en français, c'est 1776, c'est une édition française de 1800, et je voudrais revenir à ce passage assez extraordinaire. Écoutez bien. Voilà ce que dit Adam Smith. En 1776, c'est le père fondateur du libéralisme. Comme chaque individu fait tous ses efforts pour employer son capital à soutenir l'industrie et à la diriger de manière que son produit soit de la plus grande valeur possible, chaque individu travaille donc nécessairement à rendre le revenu de la société le plus grand possible. C'est cette idée d'optimum collectif. Véritablement, son intention n'est généralement pas de procurer l'intérêt public. Et il ignore combien il lui est utile. Donc en fait, Adam Smith dit on laisse tout le monde être un acteur économique et chacun vise son intérêt, mais il ignore que en fait ça va bénéficier à l'intérêt collectif. Donc, et voici ce que dit écrit Adam Smith. En préférant, écoutez bien, en préférant l'emploi de l'industrie domestique à celui de l'industrie étrangère, il ne cherche que sa propre sûreté. Et en dirigeant cette industrie de manière que son produit puisse être de la plus grande valeur, il ne cherche que son gain particulier. Dans ce cas, comme dans bien d'autres, il est guidé par une main invisible, c'est là la fameuse théorie de la main invisible, et conduit à remplir une fin, c'est-à-dire à remplir un objectif, qui n'entre nullement dans ses intentions.
C'est la première chose que je voudrais dire. En particulier, je m'adresse ici à tous les étudiants en sciences économiques ou à tous ceux qui ont fait des écoles de commerce ou qui ont suivi des cours de sciences économiques à l'université, et plus généralement à toute personne qui s'intéresse un peu à l'économie. Il faut bien comprendre, vous avez vu, c'est dans la même phrase, qu'Adam Smith développe cette théorie de la main invisible du capitalisme libéral et qu'il dit, le présupposé, c'est que chaque acteur économique préfère l'industrie domestique, c'est-à-dire l'industrie nationale, à l'industrie étrangère par souci de sécurité. En d'autres termes, actuellement, lorsque l'on voit que l'on détruit des pans entiers de l'industrie dans les pays développés, en particulier en France, au nom de la suppression de tous les contrôles aux échanges, notamment les échanges de capitaux, mais aussi en matière de commerce extérieur. Il y a 3 façons de réglementer le commerce extérieur. Ce sont les droits de douane, c'est ce qu'on appelle les obstacles tarifaires. Il y a les quotas, c'est-à-dire les obstacles quantitatifs. Et on dit, par exemple, on va importer 450 000 chemises du Vietnam au cours de l'année, et puis dès que ça sera atteint, on n'en importera plus pendant les semaines qui restent. Et puis la troisième façon de réglementer, c'est par le principe des normes, les obstacles normatifs. Avec des normes, on dit ben voilà, ça n'est pas autorisé dans ce pays. Donc actuellement, on voit bien que l'Union européenne, de façon générale, qui repose sur ce principe même, et plus généralement l'Organisation mondiale du commerce, qui repose sur le principe de démolir systématiquement tous ces obstacles, eh bien, a oublié simplement ce petit détail que disait Adam Smith, c'est que les acteurs économiques préféreront toujours l'industrie domestique à l'industrie étrangère, ce qui n'est plus vrai. D'où le fait qu'on ne peut plus parler d'une pensée libérale, mais d'une pensée ultralibérale. Alors je voudrais également dire une autre chose, qui est l'autre penseur auquel je me réfère du XIXe siècle, s'appelle David Ricardo. C'est également un Anglais, il écrit un petit peu, il y a une 50aine d'années après Adam Smith. David Ricardo a écrit en 1817 un ouvrage, Les principes de l'économie politique et de l'impôt, qui est resté célèbre parce qu'il va plus loin que Adam Smith et il pose vraiment, c'est lui quasiment le père fondateur du libre-échange. Adam Smith, c'est le libéralisme, le capitalisme libéral. Et Ricardo, c'est le libre-échange. Et qu'est-ce que dit Ricardo ? Il explique, c'est une image qui est restée très célèbre, que tous les journalistes économiques, tous les étudiants, toutes les personnes qui ont étudié l'économie connaissent. David Ricardo prend l'exemple du fait que le libre-échange peut être mutuellement bénéficiaire entre deux pays. Il prend l'exemple de l'Angleterre et du Portugal. Et il explique que le Portugal ne produit pas de draps, mais il produit un très bon vin, le vin de Porto. Que l'Angleterre n'a pas le climat pour produire du très bon vin, mais en revanche fabrique des draps. Et donc, il explique, David Ricardo, que l'Angleterre exporte son drap au Portugal, que le Portugal exporte son Porto en Angleterre, et que tout le monde est content, tout le monde en bénéficie. C'est un peu simple, mais c'est là le début de la théorie du libre-échange. Or, ce qui est intéressant dans le texte de David Ricardo, c'est qu'il explique que le libre-échange est toujours mutuellement profitable. Alors, il faut regarder d'un petit peu plus près pourquoi c'est toujours mutuellement profitable. Ben, tout simplement, David Ricardo dit... Il prend cet exemple du Porto et du drap, et il dit c'est toujours mutuellement profitable parce que si ça n'était pas le cas, l'échange n'aurait pas lieu. En d'autres termes, c'est une espèce de pétition de principe, comme on dit, c'est presque une plaisanterie de raisonnement. C'est-à-dire qu'il dit c'est toujours profitable parce que si ça n'était pas, ben il y aurait un des deux partenaires qui, justement, ne ferait pas l'échange, ne serait pas d'accord. Alors, je rappelle tout ça parce que nous assistons à 2 phénomènes actuellement concurrents. Le premier, c'est la politique dite de mondialisation des échanges, qui a été codifiée notamment avec la création de l'Organisation mondiale du commerce, créée lors des accords de Marrakech du 15 avril 1994. L'Organisation mondiale du commerce a pour objectif stratégique que tous les pays du monde acceptent de diminuer petit à petit leurs droits de douane. Mais l'un des principes de ces accords multilatéraux, c'est ce que l'on appelle la consolidation des droits. C'est-à-dire que lorsqu'un État décide de baisser ses droits de douane et qu'il déclare qu'ils sont consolidés, ça veut dire qu'il s'engage pour toujours et à tout jamais à ne pas revenir dessus. Donc un certain nombre de droits ont été consolidés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le présupposé de David Ricardo dont je parlais à l'instant tombe, est faux. C'est-à-dire qu'un pays qui constaterait
que le libre-échange avec un autre pays lui est défavorable, s'il a consolidé le droit, il ne peut plus revenir dessus, ce qui ruine la théorie de Ricardo. Et ça ruine aussi la théorie d'Adam Smith, qui postulait que les entrepreneurs préféreraient toujours l'industrie domestique à l'industrie étrangère. Il y a un autre principe, d'ailleurs, dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est qu'il n'y a pas nécessairement réciprocité des droits de douane. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pays qui accordent une diminution considérable des droits de douane face à d'autres qui n'accordent qu'une petite diminution des droits de douane. C'est d'ailleurs exactement le cas de l'Union européenne, puisque je rappelle que le tarif extérieur commun de l'Union européenne, les droits de douane qui sont imposés par les 28 pays membres de l'Union européenne face aux produits arrivant de l'étranger, de l'espace en dehors de l'Union, sont imposés à ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, dont la moyenne est de 2,4%, avec des pics tarifaires, comme on dit, ici ou là, ou même des tarifs très très faibles, près de 0%. Mais la moyenne est de 2,4%, ce qui est très faible et beaucoup plus faible que d'autres pays de l'Organisation mondiale du commerce. Et ceci ruine également une autre théorie d'Adam Smith que je voudrais relire en reprenant notre livre de 1776. Voilà ce que disait Adam Smith. Il explique: il semble qu'il y ait deux cas où il serait généralement avantageux de mettre quelques charges sur l'industrie étrangère pour encourager l'industrie domestique. Le premier cas est lorsqu'une espèce particulière d'industrie est nécessaire à la défense du pays. On pense ici à Alstom, que le gouvernement français a laissé disparaître et partir à l'étranger, alors qu'elle avait un impact très important dans notre défense nationale et dans notre sûreté d'approvisionnement énergétique. Je relis Adam Smith. La défense de la Grande-Bretagne, par exemple, dépend du nombre de ses matelots et de ses vaisseaux. Par conséquent, l'acte de la navigation, une loi qui avait été passée à la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni, a cherché sagement à donner à ses matelots et à ses vaisseaux le monopole du commerce intérieur, tantôt par des prohibitions absolues, tantôt par de gros droits sur les vaisseaux des pays étrangers. Donc, la première façon pour Adam Smith de protéger l'industrie nationale, c'est justement d'avoir un acte de navigation qui réserve le monopole de la distribution à des navires britanniques au Royaume-Uni. Et puis, le second cas, il écrit « Le second cas où il sera généralement avantageux de mettre quelques charges sur l'industrie étrangère, donc de mettre des droits de douane en fait sur l'industrie étrangère, afin d'encourager celle du dedans, c'est-à-dire l'industrie nationale, est lorsqu'il y a quelques taxes d'imposer dans le pays sur le produit de la dernière. C'est-à-dire lorsque un pays étranger met lui-même des taxes sur les productions, alors il paraît raisonnable d'imposer une taxe égale sur pareil produit de la première. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire que pour Adam Smith, l'idée d'avoir une ouverture totalement asymétrique des marchés, comme avait dit le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, est quelque chose, c'est une hérésie. C'est une hérésie pour le fondateur du capitalisme libéral. Premièrement, que les entrepreneurs préfèrent ne donnent pas la préférence à l'industrie nationale. C'est une deuxième hérésie que d'avoir des droits de douane qui seraient très en dessous des droits qui existent dans les autres pays avec lesquels on commerce. C'est pourtant bien le cas de ce qui se passe à l'OMC. Alors voilà ce que je voulais vous dire, et voilà ce qui illustre, à contrario, la décision probable, en tout cas annoncée, du gouvernement du Maroc. Le gouvernement du Maroc a donc décidé que les accords de libre-échange avec la Turquie étaient négatifs pour le Maroc, et donc a décidé de les supprimer, de supprimer ce traité de libre-échange. En appliquant cela, il applique en fait les enseignements d'Adam Smith de 1776 et de David Ricardo de 1817. Lorsque Donald Trump aux États-Unis essaie de faire la même chose, par exemple sur les aciers ou sur toute une série de productions industrielles aux États-Unis, bien entendu, l'oligarchie euro-atlantiste qui tient les grands médias, un certain nombre de grands médias, pousse des cris d'orfraie, mais Donald Trump ne fait en fait que lui-même reprendre à son compte la pensée de Adam Smith et de David Ricardo. Rappelons que Adam Smith, je le disais tout à l'heure, postulait que chaque entrepreneur préférera toujours l'industrie nationale à l'industrie étrangère par souci de sécurité
Et on pourrait ajouter par souci de plein emploi. Voilà ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire économique montre qu'il y a en permanence des sinusoïdes. Ne croyez pas que ce soit toujours dans la même tendance. D'ailleurs, il y a environ une quinzaine d'années, un ouvrage avait fait remarquer que les processus dits de mondialisation, en fait, ont connu des hauts et des bas tout au long de notre histoire. On a retrouvé à Xi'an, la capitale de l'empereur Qin Shi Huangdi en Chine, on a retrouvé des sesterces de l'Empire romain. Ce qui prouve qu'il y avait déjà du commerce entre Rome et les provinces de la Chine, et la Chine à travers notamment l'Asie centrale, par les routes de la soie, par le désert du Taklamakan et puis par l'actuel Xinjiang. D'ailleurs, on connaissait la soie à Rome. Il y avait des produits réservés à la cour impériale qui étaient en soie. On ne savait pas d'ailleurs comment était fabriqué ce tissu mystérieux qui venait de Chine. Et puis après cette mondialisation des échanges, comme on pourrait dire, au Moyen Âge, tout s'est refermé. On a eu ainsi des ouvertures et des fermetures. Au XIVe siècle, les échanges se sont brutalement refermés avec la grande peste des années 1338. Et puis il y a eu au XIXe siècle un développement des échanges, puis le refermement des échanges avec le tarif Méline en France à la fin du XIXe siècle. Tout porte à croire que le développement des échanges considérables qui a eu lieu à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, notamment avec la création de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, on va assister à un retournement de tendance dans l'histoire économique mondiale et à une tendance à la refermeture des marchés. Sans doute pas une refermeture complète, d'ailleurs il n'y a jamais eu de refermeture complète, mais sans doute une refermeture partielle. L'exemple des États-Unis d'Amérique, l'exemple maintenant du Maroc vont dans ce sens. C'est l'information que je voulais vous dire. Ne pensez pas que lorsque nous disons, nous, à l'UPR, que l'on ne pourra sauver les intérêts du peuple français, la sûreté du peuple français, comme aurait dit Adam Smith, lorsque nous disons que pour cela, il faut revenir sur la libre circulation des mouvements de capitaux et qu'il faut faire un protectionnisme intelligent, ne pensez surtout pas que nous soyons contre le vent de l'histoire. Au contraire, le vent de l'histoire, maintenant, porte ses idées. Je vous invite à y réfléchir. Vive la République et vive la France.